Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Au sommaire, aujourd'hui, nous évoquerons d'abord la mort de Ruth Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême américaine. Nous analyserons ensuite l'atmosphère anxiogène autour de l'épidémie de Covid-19, en tentant de comprendre certains choix médiatiques discutables. Nous balayerons ensuite l'actualité médiatique de la semaine en nous intéressant particulièrement à la question de la liberté d'expression. Enfin, nous reviendrons sur les manipulations médiatiques autour de la question migratoire. Plus que jamais, l'émotion semble mise au service de l'immigration. Immédiat numéro 315, c'est parti. Pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est celle de Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, qui est décédée à l'âge de 87 ans. Et Jean-Yves, les médias français en ont beaucoup parlé. Vous la connaissiez, vous, Nicolas? Alors, je la connaissais parce que je suis la politique américaine avec attention, mais effectivement, je pense que je suis un peu une exception. Bon, écoutez, moi, honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler ou j'avais oublié. Et donc, voilà quelqu'un qui est quand même inconnu. De la part de... Quasiment inconnu. 99 999 sur 100 000 spectateurs, qui, en 24 heures, devient une icône. On parle des gens quand ils meurent, mais quand ils sont connus avant. Là, elle devient une icône en moins de 24 heures. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Alors pourquoi ? Pourquoi? La première chose, c'est une Américaine. Alors évidemment, comme la France est devenue une succursale des États-Unis, tout ce qui se passe aux États-Unis intéresse évidemment les médias français. Ensuite, elle est juge à la Cour suprême américaine. La Cour suprême américaine, c'est le pouvoir américain. Le pouvoir dans l'Occident, ce sont les juges. Et puis c'est une juge progressiste, féministe, pour les minorités ethniques. Donc, c'est le camp du bien. Et donc, on en fait une icône en moins de 24 heures. Alors en plus, il y a l'arrière-plan. C'est quand même malheureux que cette femme meure parce que c'est Trump qui va nommer le remplaçant ou la remplaçante et on va remplacer un bon ou une bonne par un méchant ou une méchante. Voilà. Et voilà pourquoi on a saturé les spectateurs de cette information sur cette dame dont ils ont totalement ignoré l'existence vivante et dont ils découvrent que c'était une sainte pour le politiquement correct une fois morte. Passons au premier sujet, Covid-19, des bobards médiatiques au service de la dictature sanitaire. Alerte rouge sur la France et la grosse actualité médiatique du moment. Olivier Véran a annoncé hier un durcissement des restrictions liées à la situation sanitaire. Pour résumer ces annonces, il y aura désormais 3 zones d'alerte. Alerte simple, alerte renforcée et alerte maximale. L'Île-de-France est placée en alerte renforcée, tandis que la métropole Aix-Marseille est, elle, placée en alerte maximale. Concrètement, les salles de sport, les restaurants et les bars de cette zone Aix-Marseille donc, sont purement et simplement fermés, tandis que des restrictions très fortes sont prises pour tous les établissements accueillant du public autres. Jean-Yves, cette info a été massivement traitée par tous les médias hier soir et ce matin. On va mourir si on continue comme ça. C'est un propos qui est ici repris par Le Parisien, mais qui donne donc la parole à un commerçant marseillais. La section marseillaise de 20 minutes. La fermeture des bars et restaurants est une punition collective pour les élus locaux. BFM, guerre ouverte entre Véran et les élus locaux. Et Jean-Yves, je vous ai gardé le meilleur pour la fin avec cette sortie radicale du maire d'Aix-en-Provence.
Ferme-la, Véran, la grosse colère de Maryse Joissains. Elle déclare « Nous avons 5 malades en réanimation et 10 personnes hospitalisées ». Voilà, elle part de l'instauration d'un climat anxiogène. Elle conclut « Ferme-la, Véran », ça a le mérite d'être clair. Oui, alors c'est une coupure qui est quand même nouvelle entre les élus locaux et le pouvoir central à propos du coronavirus, avec le jeu médiatique qui est toujours de mettre en avant l'endroit où c'est le plus préoccupant. Et évidemment, il y a toujours un endroit où c'est un peu plus préoccupant qu'ailleurs. Les chiffres que donne Maryse Joissains, montrent que malgré tout, c'est encore limité. Voilà. Alors, surtout qu'on peut s'interroger, Jean-Yves, sur le fait que dans les Bouches-du-Rhône, qui est donc le département dans lequel on a placé l'alerte maximale, finalement, quand on regarde les données, on est plutôt sur un espèce de plateau, voire une décrue. Oui, alors, on l'a déjà cité d'ailleurs, un tweetos, Nicolas Meillan, qui prend les données officielles et les place sur des courbes pour voir l'évolution des courbes. Alors les courbes, ça monte, mais ça monte jamais jusqu'au ciel, une courbe. Ouais, c'est comme les arbres. Il y a un moment, plus que les arbres d'ailleurs, où ça redescend. En plateau d'abord, et ça redescend. Eh bien, Meillan montre que, s'agissant des Bouches-du-Rhône, on est arrivé à un plateau à la fois pour les contaminations, les hospitalisations, les urgences. On est arrivé à un plateau et on est en train de redescendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mesures que prend actuellement le gouvernement, elles auraient peut-être été nécessaires il y a 3 semaines ou 1 mois. Aujourd'hui, elles ne le sont plus puisqu'on est de l'autre côté de la courbe en ce qui concerne les contaminations. Et les réanimations aussi, surtout. Or, ces actions... Alors, évidemment, je pense que la logique du gouvernement est de prendre des mesures spectaculaires quand il sait que les courbes s'inversent, parce qu'à ce moment-là, il peut dire « c'est grâce à notre politique que la situation s'est améliorée ». Mais la politique qu'il mène maintenant, si elle est utile, ce qui peut se discuter, à ce moment-là, c'était pas maintenant qu'il fallait prendre ces mesures, c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, c'est-à-dire qu'ils sont à contre-courant des courbes finalement. Un peu d'ailleurs comme ils l'ont été au mois de mars, où ils ont pris les mesures de confinement, qui étaient sans doute nécessaires à l'époque pour éviter l'embolie des services de réanimation. Mais à ce moment-là, il aurait fallu la prendre peut-être 15 jours plus tôt et l'arrêter aussi beaucoup plus tôt. Ils sont systématiquement en retard. Et surtout que là, Jean-Yves, on parle quand même il y a quand même une question, est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au suicide économique quasiment dans certains coins de Marseille? Je pense aux restaurateurs, aux patrons de bars. C'est quand même une décision qui est lourde pour eux. Lourde pour eux, et c'est toujours pareil, les décisions les plus lourdes sont toujours les plus lourdes pour les plus petits. Ouais. Les grandes puissances économiques s'en tirent fort bien. Alors, il y a une question de climat anxiogène, comme le soulignait le maire d'Aix-en-Provence, et peut-être que les médias ont une responsabilité dans ce climat anxiogène. En tout cas, on va essayer de voir si c'est le cas. On a ce gros bobard médiatique le vendredi 18 septembre dernier, avec les médias français qui annonçaient une nouvelle catastrophique. Le nombre de morts journaliers du Covid-19 s'établissait aux alentours de 40-50 les jours autour de ce vendredi 18 septembre. Sauf que ce jour-là, 123 morts étaient subitement annoncés en 24 heures. Une hausse énorme et très inquiétante qui a été reprise par BFM, aussi par l'AFP. La Dépêche du Midi l'a traité également. Et le JT de France 2 a également diffusé cette information. Bonsoir à tous. L'épidémie rebondit clairement en France. En une semaine seulement, nous sommes passés de plus de 9000 cas recensés à 13 215 ce vendredi. Le virus qui a fait 123 nouvelles victimes en 24 heures. Pour faire face à cette évolution qui se confirme, les tests de dépistage sont au cœur du dispositif. Alors très logiquement, les Français s'affolent. Par exemple, ici sur les réseaux sociaux, on a une personne qui écrit 123 décès, le tout en seulement 24 heures. Continue-t-on à nier la seconde vague, à ne rien faire? Un message qui avait été très largement partagé. Et l'ancien journaliste Thierry de Cabarrus, l'épidémie de Covid-19 repart très très fort. Sauf que Jean-Yves, cet affolement général, il était un petit peu prématuré. Alors, pour les chiffres, il y a une règle, c'est que un chiffre qui est aberrant
par rapport aux chiffres de la veille, de l'avant-veille, c'est-à-dire quand vous êtes entre 40 et 50 et que vous montez à 123 d'un seul coup, c'est un phénomène qui mérite de se poser des questions. Et il y a deux explications possibles. Je laisse de côté le week-end où très peu de gens meurent, en tout cas dans les statistiques. Il faut se poser une question. Ou ça relève un vrai phénomène, il faut comprendre ce qu'il y a derrière, parce que ça c'est très important. Qu'est-ce qui se passe? Ou c'est tout simplement un artefact, une erreur statistique. Mais il faut se poser la question. On ne sort pas un chiffre qui est quasiment, non pas 48% d'augmentation, mais quasiment un triplement d'un jour sur l'autre, sans chercher l'explication. Or, dans cette affaire, ni Santé publique France, il doit quand même y avoir des dizaines de fonctionnaires, apparemment personne ne s'est posé la question, ou on a laissé filer sans se poser la question, ni dans les médias. Personne ne s'est posé la question, on a balancé l'information. L'AFP, France 2. L'AFP, France 2, tous les médias officiels, tous les médias subventionnés. Et en fait, que s'est-il passé? Il y avait tout simplement un artefact statistique, c'est-à-dire qu'on avait agrégé aux chiffres du jour les retards de déclaration depuis près de 6 mois d'un hôpital de l'Essonne. D'où une explosion du nombre des hospitalisations, des réanimations et des décès qui ne correspondaient absolument pas à la réalité du jour. Sans doute fallait-il intégrer ces chiffres, mais en le précisant. Ouais. Et en tout cas, les médias, encore une fois, ne font pas leur boulot, notamment l'AFP. Je dois dire, je pense que quand on voit un chiffre aberrant, le bon réflexe doit quand même être, avant de le ressortir sans vérification, d'appeler Santé publique France, par exemple, et de dire comment vous expliquez cela. Voilà. Ouais. Comment vous expliquez cela? Voilà. Ce sont des bobardeurs et ce sont des paresseux. Et la paresse est au service du bobard, et le bobard est au service de l'intoxication et de la dictature sanitaire. Alors, plusieurs médias ont réalisé des articles sur cette erreur, en reconnaissant, on a par exemple Le Figaro, le couac de Santé publique France sème le trouble sur les chiffres de l'épidémie. Mais comme souvent dans ce genre d'erreur, les démentis, les excuses sont discrets ou inexistants. Jean-Yves, vous parliez de l'AFP qui a publié un rectificatif le lendemain. Et par contre, le JT de France 2 a fait vraiment fort, puisque dans le JT du jour d'après, celui ayant comporté la reprise d'une fausse information, vous allez le voir, il n'y a pas de démenti. Le point sur la situation épidémique, plus de 13 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Nous irons à Nice avec les équipes d'SOS Médecins qui se retrouvent en première ligne dans la gestion des cas et de la psychose parfois. Alors ça, c'est tout à fait honteux. D'abord, un rectificatif, ça a le centième ou le millième d'impact que le bobard. D'abord parce que le rectificatif, il répète d'abord la fausse information pour dire après, c'est faux, sauf qu'on retient aussi la fausse information. Et puis, il est placé en bas de page, ou bref. Mais là, France 2, c'est même pas un rectificatif. Il parle simplement du fait que les gens sont anxieux. Oui, forcément, ils sont anxieux, ils regardent la télévision, c'est sûr. C'est vrai que ne pas mentionner l'erreur dans un reportage 24 heures après, c'est quand même... Ouais. Et oui, c'est vrai que oser parler du sentiment de psychose de certains, c'est quand même un peu... La psychose, elle est entretenue. Ouais. Alors, en Espagne, on a un bel exemple de manipulation avec un sujet d'une émission télévisée de la chaîne Telecinco qui évoquait une situation alarmante dans les hôpitaux madrilènes, mais qui a illustré ce sujet avec des images d'un hôpital chinois. Donc, la présentatrice, Ana Rosa, s'est excusée le jour d'après en fin d'émission. Donc, Jean-Yves, il y a au moins eu des petites excuses. Oui, mais là aussi, je pense que la majorité des spectateurs espagnols vont avoir retenu ces images tout à fait inquiétantes, qui sont d'autant plus inquiétantes que les Chinois sont représentés un peu en tenue de cosmonautes, ce qu'on n'a d'ailleurs pas dans les hôpitaux français, à tort, puisqu'il n'y a pas l'équipement. Donc, je ne sais pas si en Espagne, ils ont l'équipement, mais en tout cas, ce type d'équipement de cosmonautes, qui est sans doute nécessaire face à des maladies contagieuses, dangereuses, on les a pas en France. Ouais. Alors, en Espagne, je ne sais pas. En tout cas, c'était en Chine. Voilà, donc c'était pas en Espagne. Et c'était effrayant. Retour en France avec un bobard, tout simplement. Alors, à la fois drôle et triste, avec ce titre de la dépêche. Coronavirus, un premier décès dans le Tarn-et-Garonne. Et quand on lit l'article de Laurent Benayoun, la conclusion est quand même très différente. Il s'agit d'un homme victime d'un accident domestique.
Il est décédé à l'hôpital et le test au Covid a été positif, Jean-Yves. Alors ça, c'est tout à fait incroyable. Cette malheureuse personne est tombée, sans doute tombée d'une échelle, enfin je ne sais pas. Et on explique que c'est le premier mort du Covid. Enfin, ça n'a rigoureusement rien à voir. Ouais. Ce serait intéressant d'ailleurs de savoir si dans les statistiques, il figure dans les accidents domestiques ou s'il figure comme mort du Covid. C'est pas impossible qu'il figure comme mort du Covid parce que y a un protocole particulier pour les gens qui ont le Covid au niveau des pompes funèbres. Donc je ne sais pas comment il est déclaré. En tout cas, je veux dire, quelqu'un qui tombe de l'échelle, c'est malheureux, mais c'est pas lié à l'épidémie, quoi. Ouais, surtout que là, on dit bien qu'il est mort d'un traumatisme crânien et que le test Covid n'a été réalisé que parce qu'il était donneur d'organes. Donc c'est vraiment un bobard énorme, quoi. C'est pas du tout le premier décès dû au coronavirus, comme le disait clairement Laurent Benayoun de La Dépêche. Alors, y aura-t-il une deuxième vague, Jean-Yves? C'est la question que se posent tous les médias. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'est certain. Si l'on en croit les spécialistes qui sont interrogés sur les divers plateaux, tout le monde a un petit peu son avis sur la question. Certains semblent cependant très sur deux, comme ici, sur BFM. Même s'il y avait des mesures particulières prises aujourd'hui, ce qui voudrait dire changer drastiquement de politique, de toute façon, les gens qui sont arrivés en réanimation hier... c'est des gens qui ont été contaminés il y a 3-4 semaines. Et comme les contaminations ont continué à augmenter entre il y a 4 semaines et aujourd'hui, de toute façon, il y a au moins 4 semaines de cette augmentation que j'ai prévue qui est quasiment garantie. Donc c'est certain que dans 4 semaines, on en sera comme à la mi-mars. Alors, évidemment, il y a de ce que dit cette dame est en partie juste, c'est de savoir qu'il y a un effet retard. Et à partir du moment où il y a eu une montée des contaminations, eh bien, il y a 2 à 3 semaines plus tard une montée des passages en service de soins intensifs ou de réanimation, et un peu après, une montée des décès. Donc c'est vrai qu'elle a raison. Mais il y a aussi des nouvelles moins inquiétantes, qui sont notamment reproduites toujours par Nicolas Meillan, à partir, encore une fois, des chiffres officiels, à savoir le fait qu'on a passé le plateau et on est en redescente pour les admissions aux urgences. Et donc, il y a un certain nombre de signes et les chiffres qui restent encore en croissance, c'est une croissance qui s'approche de plus en plus du plateau. Donc, la situation va s'améliorer, sans doute, mais effectivement avec un décalage, puisqu'encore une fois, c'est le décalage entre la contamination d'un côté et les suites les plus graves de ces contaminations. Mais si on veut être honnête avec l'opinion, on doit donner tous les éléments et pas seulement choisir tout le temps le chiffre le plus inquiétant. Parce que quand il y avait encore très peu de passages, très peu de cas de réanimation et très peu de décès, on ne donnait pas ces chiffres-là, on donnait les chiffres de contamination. On donnait les chiffres d'entrée aux urgences. Maintenant, on n'en parle plus, on parle de la phase d'après. C'est toujours le chiffre le pire qui est donné. En sachant que malgré tout, effectivement, il y a quand même une grosse incertitude, que même avec des bonnes nouvelles données par Nicolas Meillan, qui s'appuie donc sur les chiffres officiels, on n'est quand même pas à l'abri quand même d'une aggravation de la situation si certaines circonstances étaient réunies. C'est pas, voilà, on n'est pas là pour dire non plus qu'il faut rester humble. Il ne faut pas non plus affoler les populations. Oui. Il faut essayer d'expliquer les choses, mais c'est pas fait. On fait de la propagande, on ne fait pas de l'information. Si vous avez de l'information, on aurait une information plus équilibrée. Ouais. On ne polariserait pas systématiquement sur le mauvais chiffre ou la mauvaise région ou le mauvais département. Voilà. On donnerait des éléments plus globaux, on va dire. Passons à la revue de presse. Cette revue de presse sera largement consacrée à la question de la liberté d'expression avec Jean-Yves. Cet appel de Charlie Hebdo, cette une, ensemble défendons la liberté, signé par de nombreux médias. Oui. Alors, ce que Le Monde traduit par l'appel des médias, alors il n'y a pas tous les médias, puisque certains médias ont été écartés. Je pense à Valeurs Actuelles, je pense à Présent, je pense à TV Liberté, je pense à Causeur et beaucoup d'autres. C'est-à-dire que tous les médias qui sont menacés dans leur liberté d'expression ne sont pas appelés à signer la pétition pour la liberté d'expression. Donc on voit déjà, c'est la liberté d'expression entre soi. Entre gens qui pensent la même chose, on défend la liberté d'expression. C'est exactement ce qui s'était passé en 2015 lors de l'attentat où on avait dit on est Charlie. On est Charlie, donc on est pour la liberté d'expression. Et en même temps
qu'on disait, c'est très macronien, pré-macronien à l'époque, qu'on est pour la liberté d'expression, on expliquait, oui, mais pas pour toutes les idées, pour les bonnes idées. Et puis, ce texte, il est quand même très ambigu, parce qu'il nous parle à un moment des menaces contre la liberté d'expression, et cette fois par des idéologies totalitaires nouvelles, prétendant parfois s'inspirer de textes religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit, ou qu'on ne s'autorise pas à nommer le fait que, effectivement, c'est l'islam, l'islamisation, qui fait peser une grave menace, pas la seule d'ailleurs, sur la liberté d'expression. Honnêtement, cet appel, moi, m'inquiète. Parce que ça me rappelle, encore une fois, celui de 2015, où on parle de la liberté d'expression, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pour le camp du bien. Et une actualité cette semaine qui fait écho un petit peu à ce que vous venez de dire, avec Le Parisien qui a écrit un article, le négationniste Hervé Ryssen, incarcéré après plusieurs condamnations pour des propos antisémites. Alors pourquoi est-il incarcéré? Eh bien, Check News s'est intéressé à la question. Il aurait été condamné en 2017 et 2018 pour injures, provocation et diffamation publique en raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion. En 2017, ce sont des messages antisémites postés sur Twitter et sur Facebook qui lui valent une condamnation. En 2018, pour une vidéo YouTube intitulée « Les Juifs, l'inceste et l'hystérie », où une voix off exposait les raisons laissant penser que le peuple juif serait un peuple d'incestueux. En janvier 2020, il est condamné pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, pour des passages d'un livre intitulé « L'antisémitisme sans complexe ni tabou, plaidoyer pour la liberté d'expression ». Et en 2016, il était également condamné à 5 mois de prison ferme pour plusieurs passages de son livre « Comprendre le judaïsme, comprendre l'antisémitisme ». Donc Jean-Yves, il a été incarcéré. Alors, il a été incarcéré, il avait plusieurs condamnations, donc elles ont été en quelque sorte cumulées. Ce qui, de ce point de vue-là, peut se comprendre. Mais ce qui est quand même important, c'est que toutes ces condamnations sont des condamnations, non pas pour des actes violents ou des appels au meurtre, mais sont des condamnations pour délits d'opinion. Alors, évidemment, on peut juger tout à fait odieuses, épouvantables les opinions émises par Hervé Ryssen. Mais sauf que la liberté d'opinion, c'est précisément pour les idées qu'on partage pas et les idées qu'on juge odieuses. Voilà. Alors, ce qui est intéressant tout de même aussi, pour préciser les choses, c'est qu'il y a deux condamnations. Il y a une condamnation au titre de la loi Guesso et 2 condamnations au titre de la loi Pleven. Et la loi Pleven, elle est utilisée de manière tout à fait systématique. Hein. Par exemple, c'est la loi Pleven qui est utilisée que certains médias utilisent pour refuser d'interroger Zemmour, par exemple. Hein. Pas parce qu'il aurait tenu des propos antisémites, mais parce qu'il aurait tenu des propos anti-islam ou des propos anti-immigration. Donc c'est quand même inquiétant. Alors on commence au départ par des peines d'argent, en fait, hein, ou des peines d'inéligibilité, et puis on peut arriver... La prison pour délit d'opinion, franchement, ça fait un peu Corée du Nord comme méthode, quoi. Voilà. Sachant que dans la tribune, dans l'appel des médias pour la liberté d'expression relayé par Charlie Hebdo, Le Monde, etc., il n'y avait pas de critique de ces lois qui limitent précisément la liberté d'expression. Oui, et qui sont des lois récentes, hein, puisque jusqu'en 1972, on vivait sous le règne de la grande loi sur la presse de 1881, qui était une loi très, très libérale, qui poursuivait les injures, les diffamations, les appels au meurtre, mais qui, pour le reste, laissait les gens s'exprimer, y compris raconter, développer des thèses qu'on peut trouver aberrantes, qu'on peut trouver dangereuses, Voilà, c'est ça la liberté d'expression. La liberté d'expression pour les idées qu'on partage, mais alors là, je vais vous dire, la liberté d'expression pour les idées qu'on partage, M. Kim Jong-un, il est pour, M. Staline, il était pour, M. Hitler, il était pour, la liberté d'expression pour les idées qu'on partage... Oui, tout le monde est pour. Tout le monde est pour. Oui, c'est logique. Alors, autre personnalité médiatique qui est poursuivie régulièrement par les tribunaux, eh bien, c'est Éric Zemmour qui, cette semaine encore, on l'a appris, a été mis en examen par Absatoussi. Vous savez, Jean-Yves, il s'était écharpé sur le plateau de C8 à propos du prénom Absatou. Zemmour avait déclaré que le prénom Corinne lui irait mieux, puisqu'il s'agissait d'un prénom français. Donc il a été mis en examen. C'est plutôt marrant.
C'était en tout cas une séquence qui a fait beaucoup rire, mais qui a aussi pu choquer certaines personnes. Bien sûr. Voilà. En tout cas, il a été mis en examen pour injure à caractère racial. Et les propos exactement poursuivis sont « Votre prénom est une insulte à la France ». Voilà. Oui, alors on peut être d'accord ou pas avec Éric Zemmour là-dessus, mais c'est sa liberté. C'est sa liberté, et puis il s'exprime beaucoup, c'est sa liberté d'expression. Et vouloir le censurer là-dessus, c'est impensable, quoi. Zemmour, qui d'ailleurs, quand il est arrivé sur CNews, a subi une campagne de presse médiatique assez incroyable contre sa venue par des gens qui ont signé aujourd'hui. Visant à le censurer, absolument, oui. Oui, tout à fait. Mais c'est les signataires de la pétition de Charlie Hebdo, c'est le bal des faux culs. Alors, puisqu'on parle de Charlie Hebdo, autre actualité médiatique cette semaine, eh bien, c'est Marie Cabrette, responsable des ressources humaines du journal Charlie Hebdo, qui, à la suite de menaces sérieuses, a dû partir de chez elle lundi soir en urgence. Jean-Yves, c'est quand même un symbole plutôt inquiétant. Oui, alors je pense que les menaces sérieuses, elles émanent des idéologies totalitaires nouvelles, prétendant parfois s'inspirer de textes religieux. Je cite Charlie Hebdo, je n'en dirai pas plus. C'est vrai que ça doit être les intégristes catholiques, je pense. Alors, autre actualité médiatique, c'est le nouveau statut des journalistes. Le gouvernement décide de prendre les choses en main sur la couverture des manifestations par les journalistes. Dans le nouveau schéma de maintien de l'ordre, le ministère de l'Intérieur insiste sur l'accompagnement des journalistes, ceux titulaires d'une carte de presse et qui plus est accrédités. Donc, on arrive sur des journalistes qui seraient accrédités pour la manif, ce qui a provoqué la colère d'Alexis Poulain sur RT. Ce qu'on vit en France depuis 2 ans est inacceptable. Et ce que je vois, c'est que la plupart des journalistes et des médias mainstream, comme on les appelle, n'en font pas état, ou du moins ne s'en émeuvent que très peu. Moi, ça me rend fou. On n'est plus tout à fait en démocratie, on n'est pas encore dans un régime autoritaire, mais on est en train de dériver, bout après bout, à couper des libertés et à faire comme si tout cela était normal. Non, ce n'est pas normal et la France file un très mauvais coton. Il suffit juste de se demander ce que diraient les médias si ça se passait en Biélorussie ou en Corée du Nord, ou si Trump avait eu cette idée. Voilà, il suffit d'imaginer. Oui, si uniquement les médias accrédités par Trump avaient le droit de couvrir les manifestations, je pense que là, on entendrait des cris d'orfraie jusqu'à Paris sans aucun problème. Alors, c'est une affaire peut-être ignorée par certains téléspectateurs d'immédiat. Pourtant, c'est une polémique d'une incroyable ampleur dans le monde des réseaux sociaux, notamment YouTube et Twitter. Tous les jeunes de moins de 20 ans sont sans doute au courant de cette affaire. Pour résumer, il s'agit du harcèlement violent réalisé par un YouTuber nommé Marvel Fitness contre plusieurs autres YouTubers. Alors, Jean-Yves, j'ai étudié avec attention tous les éléments publics disponibles sur cette affaire. Alors, il y a évidemment des torts des deux côtés, notamment avec l'utilisation de photomontages frauduleux contre Marvel Fitness par l'une de ses victimes. Mais à la lecture quand même des éléments, on voit qu'il n'y a quand même aucun doute sur le fait que Marvel Fitness a été beaucoup trop loin dans le harcèlement. Il est clairement en tort. Mais ce qui a interrogé, c'est la dureté de la peine, une interdiction de réseaux sociaux dont la durée reste à préciser, et 2 ans de prison, dont un ferme, avec mandat de dépôt, le tout avec un casier vierge avant le procès. Nous avons interrogé un youtubeur dissident suivi par plus de 40 000 personnes, Teddy Boy RSA. Pour lui, la dureté de cette peine a vraiment provoqué un choc. Tout YouTube et tout Internet parlent de cette affaire. Donc là, tout le monde est impacté émotionnellement à l'idée qu'on puisse aller 1 an de prison pour de la parole sur Internet. Après, ça peut prendre du sens parce que les gens ont vraiment souffert de l'autre côté. C'est ça, on va le savoir d'ici quelques semaines. Alors, il y a 2 éléments quand même troublants dans cette affaire. Le premier, c'est que le juge a été plus loin que les réquisitions du procureur et qu'il a mis le mandat de dépôt. Ouais. Or, le mandat de dépôt, en première instance, alors que derrière, il y a l'appel, il y a la cassation, c'est quand même extrêmement rare, peut-être parfois trop rare dans certains cas, mais c'est très rare. Donc, le mandat de dépôt est, malgré tout, pour quelque chose de virtuel. Et je crois que c'est une tendance de la justice qui est quand même très importante, et d'être de plus en plus laxiste pour tout ce qui est violence physique,
c'est-à-dire que vous tatanez quelqu'un, vous lynchez quelqu'un, vous lui tapez sur la tête, la probabilité, en groupe, la probabilité d'aller en prison est très faible. Et par contre, vous faites ça virtuellement sur un réseau social, là, on vous met tout de suite on peut vous mettre tout de suite en prison. C'est tout à fait étrange. Il y a d'ailleurs une très belle fiction, un traître mot, on en a parlé, une très belle fiction, un très beau roman, qui explique effectivement, dans un monde qui est presque le nôtre, où les prisons se vident des agresseurs, des violeurs physiques, et il se remplit de gens qui traitent mal les mots. C'est franchement pas très rassurant. Quels que soient les propos, sans doute, et ce qu'a fait de tout à fait contestable. Le fait qu'il soit condamné, c'est une chose. Le fait qu'il aille en prison avec mandat de dépôt en première instance, sans avoir été en plus, en étant avec un casier vierge au départ, c'est tout de même étrange. Alors, autre question liée à cette condamnation, celle de l'interdiction des réseaux sociaux. Nous avons demandé à Teddy Boy RSA si cette peine pouvait inquiéter les youtubeurs politiquement incorrects. Quand on voit cette affaire Marvel, on se dit « Ah, c'est la censure politique qui commence à arriver ». Finalement, quand on regarde le dossier, apparemment non. Il ne s'agit pas de censure politique, donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Par contre, peut-être que c'est le premier bâton avec lequel... Parce qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'interdiction de réseaux sociaux. Et ça, par contre, c'est très grave parce que bientôt, est-ce qu'on pourra voir venir « Je pense mal, je suis trop de droite, je suis trop de gauche, machin, je suis dissident. Donc on t'interdit. Ton entreprise et toi, vous êtes interdits de réseaux sociaux. » On peut s'attendre à tout avec la France et la justice maintenant. Donc quand même, il faut être vigilant là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver, que ce soit de TV Liberté à Papacito, en passant par n'importe qui, condamné à ne plus pouvoir gagner d'argent par les réseaux sociaux et Internet. Alors, comme un écho à cette préoccupation, Jean-Yves, eh bien, on voit la Quadrature du Net qui ressort l'info. La loi Avia revient. Le gouvernement qui, après sa censure par le Conseil constitutionnel, a finalement voulu faire passer cette loi Avia par un règlement européen. Ça, quand vous sortez une loi liberticide par la porte, elle revient par la fenêtre. Et c'est une pratique assez fréquente des pouvoirs nationaux d'utiliser l'Europe pour faire passer. C'est en cela que l'Union européenne, pas l'Europe, l'Union européenne oui, est en soi très, très contestable, très critiquable. C'est qu'elle permet souvent de faire repasser les mauvaises pratiques des gouvernements par le biais d'une décision qui vient d'en haut, mais qu'ils ont inspiré d'en bas. C'est-à-dire que les fonctionnaires français vont à Bruxelles, font du lobbying à Bruxelles, et après ils disent « c'est Bruxelles ». Quand il y a un règlement européen, on est obligé de l'appliquer. C'est Bruxelles, voilà. C'est une méthode, et de ce point de vue-là, l'Union européenne est effectivement très nocive, parce que c'est un amplificateur du politiquement correct. Donc, affaire à suivre dans les semaines qui viennent. Dans le reste de l'actu, pour clôturer cette revue de presse, Jean-Yves, on ne pouvait pas la fermer sans traiter de cette sortie de Jean-Luc Mélenchon, qui, lors d'un discours, a déclaré « Vous ne vous baladez pas dans la rue ? Vous ne voyez pas ce qu'est le peuple français ? Le peuple français a commencé une créolisation selon le concept forgé par Édouard Glissant. Il ne faut pas en avoir peur, il faut s'en réjouir. » Et on note cette superbe une de présent avec Jean-Luc Mélenchon avec une perruque afro. C'est un peu Angela Davis, voilà, exactement. En moins sémillant tout de même, mais c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que c'est la créolisation selon la formule de Glissant, telle qu'elle a été rappelée dans le journal Le Monde? Donc là, j'ai mes références. C'est la créolisation et le fait des banlieues métissées. Donc c'est de facto une reconnaissance par le style ou la langue du grand remplacement décrit par Renaud Camus. Passons au deuxième sujet, migrants, l'émotion au service de l'immigration. Le 9 septembre dernier, le camp de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce brûle intégralement. Il abritait à l'époque près de 13 000 migrants. Les réactions médiatiques en France sont alors pleines de compassion. On note cette une de Libération, nous ne voulons plus retourner en enfer. Mediapart, à Lesbos, le désespoir des migrants après l'incendie du camp de Moria. Ou encore Le Monde qui donne la parole au chef de mission de Médecins sans frontières en Grèce. Au camp de Lesbos, les gens ont quitté un enfer pour un autre. Et dans cet entretien, Le Monde pose la question. Le gouvernement a laissé entendre que les incendies auraient été causés par des demandeurs d'asile.
réponse du chef de mission de Médecins sans frontières. Les demandeurs d'asile sont à bout. Il parle des conditions de vie qui seraient indignes. Une situation indigne inacceptable. Le seul avantage pour ces personnes fuyant la guerre, c'est qu'ici, il n'y avait pas de bombes. Pour le reste, elles ont quitté un enfer pour un autre enfer, Jean-Yves. Je ne réponds pas à la question d'où vient l'incendie, ce qui est quand même un vrai sujet. Pour le reste, il nous explique que ces personnes fuient la guerre, ce qui est le cas d'un très petit nombre, peut-être, mais ce qui n'est pas le cas de l'immense majorité de ces gens-là qui viennent simplement envahir l'Europe tranquillement, quoi. Alors, il y a quand même effectivement une question de qui a provoqué ça. Effectivement, il ne répond pas à la question, ce qui pourrait en soi être considéré comme un aveu. On voit par France 24 que 6 migrants afghans ont été entendus par les autorités grecques sur cet incendie, qui semble bien criminel. Autre tour de passe-passe médiatique un petit peu, c'est l'utilisation du terme réfugié. Le Sud-Ouest qui en parle, les réfugiés interdits de quitter l'île. Libération qui publie un article. L'angoisse des réfugiés sinistrés, et Libération qui donne la parole à un réfugié modèle, on va dire, Talib Hussein, afghan de 37 ans, acteur connu qui apparaissait dans des émissions à la télévision où il n'hésitait pas à se moquer des talibans. Donc l'article qui se conclut en donnant la parole à la fille d'Hussein. Pour l'instant, personne ne nous dit rien, on ne sait pas ce qu'on va devenir, dit la fille de Hussein, avec une petite voix éraillée, recouverte par les rafales de vent violents qui balayent chaque jour ce lieu inhospitalier. Alors, il y a toute une série de petites manips dans cet article. La première, d'abord, c'est le titre. On parle de réfugiés. Ce ne sont pas des réfugiés. Les réfugiés, c'est quelqu'un qui a obtenu le statut de réfugié. Ce sont des demandeurs d'asile. Bon, dont beaucoup le demandent d'ailleurs, on le sait tout à fait abusivement, mais Libération, assez astucieusement, trouve un Afghan qui nous dit qu'il a été persécuté par les talibans. On ne le vérifie pas, mais enfin, bon, admettons. Ça semble être un migrant modèle, quoi. Il est bien choisi. Oui, il a le bon discours. Parce que vous savez qu'il y a des éléments de langage pour demandeurs du droit d'asile. Hein. Ouais, bon, voilà. Donc, ce ne sont pas des réfugiés. 2, pour beaucoup, ce sont des faux demandeurs d'asile. Là, on en trouve un qui pourrait paraître crédible. Et puis, on fait parler sa fille, on théâtralise sa fille pour faire monter l'émotion. Alors malgré tout, Nicolas, je pense que le titre « L'émotion au service de l'immigration », c'est même pire que ça. C'est l'émotion au service de l'invasion. Parce que tous ces gens-là, ils ne sont pas souhaités, ils sont rentrés de manière illégale. Ce ne sont pas des immigrés qui rentrent dans les clous. Voilà. Alors sachant qu'en plus, il y a une réaction politique à tout ça, à cette manipulation médiatique, puisqu'on apprend par Le Monde que 400 enfants, après l'incendie du camp de Lesbos, seront accueillis dans 10 pays européens, et ça a créé un effet boule. Alors là, d'abord, beaucoup de remarques, 400 sur 13 000, ça fait 3%. Dans les enfants, on nous montre une photo avec des enfants, mais on considère enfants tous les mineurs. Donc les mineurs, c'est en dessous de 18 ans, donc c'est pas des enfants de 7 ans, de 8 ans, et que dans les mineurs, ou les gens qui se prétendent mineurs, il y en a beaucoup de faux. Donc tout ça, là aussi, c'est tout à fait la mise en scène. Et sachant que cette mise en scène médiatique qui a donc conduit l'Union européenne à accepter 400 mineurs, bien elle a conduit... mineurs ou faux mineurs. Enfin, prétendus mineurs. Prétendus mineurs. Elle a du coup amené la semaine dernière à un nouveau feu dans un autre camp de migrants en Grèce. Donc c'est un effet boule de neige. Bah, bien sûr, c'est le premier, c'est pas le dernier. La manip est connue. Alors pour conclure, Jean-Yves, on a un navire humanitaire qui se dirige... un navire humanitaire sont les mots du monde, hein, qui se dirige rempli de migrants vers la France. Rempli de clandestins. Et il a un nom qui est intéressant et qui fait écho à notre sujet. Laylan Kurdi, parce qu'on renvoie à l'émotionnel, bien sûr, ce petit garçon dont les photos avaient permis la première grande invasion de 2015. Alors, ça va être la fin de cette émission, mais Jean-Yves, vous avez un petit mot à adresser à nos téléspectateurs. Oui, j'ai une petite tape à m'adresser parce que j'ai quand même commis une erreur tout à fait grossière en début du précédent immédiat. J'ai confondu Noël et Pâques, ce qui est quand même assez grossier comme erreur. Donc, je fais évidemment le rectificatif. Enfin, quand même, beaucoup de spectateurs l'ont fait remarquer dans les commentaires, à juste titre. Et puis, je fais comme les autres, je mets le rectificatif à la fin. Mais là, c'est pas exprès, c'est parce que j'ai oublié de le faire au début.
Bon, écoutez, c'est noté. Je pense que personne ne vous en voudra. Et bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.